Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa, votre rendez-vous de la mi-journée, le métronome. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et par ailleurs président en exercice de la CESC, a été désigné facilitateur dans la crise qui secoue la République du Tchad. Le 20 octobre dernier, le pouvoir tchadien a réprimé avec violence une marche pacifique organisée par les partis politiques de l'opposition et de la société civile. On dénombre quelques 50 morts et plus de 300 blessés. La démocratie serait-elle au bout de la baïonnette en Afrique? C'est la thématique de cette émission et pour en parler, je reçois le docteur en géopolitique et en géostratégique Jonathan Tutumgom. Bonsoir, docteur Jonathan Tutumgom. Alors vous suivez évidemment l'actualité qui prévaut actuellement sur le continent africain. Je venais le dire dans mon propos introductif. Cette énième crise, cette énième convulsion qui secoue l'Afrique centrale, le Tchad, à la suite de cette répression dans le sang d'une marche pacifique organisée par la société civile et les partis de l'opposition pour appeler le pouvoir tchadien à rendre son tablier, pouvoir de transition donc présidé par Mahamat Idriss Déby Itno, donc le fils de l'ancien président tchadien. Jonathan Tutumgom, comment vous réagissez quelques jours après cette répression dans le sang d'une manifestation pacifique au Tchad? Merci de m'inviter pour parler de cette actualité au niveau de la sous-région d'Afrique centrale. Comment je réagis? Je ne peux que réagir de manière décevante. Je suis déçu de la manière avec laquelle le pouvoir tchadien a dû réprimer cette manifestation. Je pense que le président Déby fils sait avec quelle fragilité il a accédé au pouvoir de manière extra-constitutionnelle à la suite du décès de son père et que de toutes les façons le dialogue politique qui a eu lieu à partir de Doha pour s'achever à N'Djamena n'a pas eu la participation de toutes les forces politico-militaires. C'était déjà une fragilisation du pouvoir de Déby fils, mais en plus une fragilisation de ce qu'allait être la suite de la transition. Et de ce point de vue, je pense qu'il eût fallu pour le président Déby fils de faire en sorte que le dialogue puisse continuer entre, d'un côté, les forces qui ont pris part au dialogue et de l'autre côté, les forces politico-militaires qui n'ont pas pris part à ce dialogue. Et je pense que le fait même pour l'Union africaine de ne pas avoir pris part à la cérémonie de clôture de ce dialogue, notamment lorsque la prolongation a été accordée au président Déby de pouvoir assumer la deuxième phase de la transition, il aurait fallu pour ce pouvoir de prendre la mesure de la tension qui prévalait à N'Djamena et de toutes les façons, je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est le pouvoir qui perd en crédibilité parce que, je l'ai toujours dit sur les plateaux, que pour un pays, et au cours des manifestations politiques ou bien pour des problèmes politiques, un mort est un mort de trop. Un mort est un mort de trop pour le Tchad qui a tant souffert depuis les indépendances. Vous savez que le Tchad est parmi les pays qui ont connu trop de coups d'État. À partir de Tombalbaye jusqu'à Idriss Déby Itno, père, le Tchad a trop fait couler de sang. Et on est allé de transition en transition. Après la mort de Ngarta Tombalbaye et bien d'autres présidents qui ont suivi. Goukouni Ouédé, Hissène Habré, Lol Mamatchoua, que les gens ne retiennent pas trop, et bien d'autres. Je pense qu'à partir de ce moment, le pouvoir militaire au Tchad doit comprendre qu'on ne règle pas des problèmes politiques par la baïonnette. Alors, Jonathan Tutumgom, on rappelle que cette marche pacifique organisée le 20 octobre dernier dans les rues de N'Djamena par la société civile, par les partis de l'opposition, avait pour objectif de rappeler au président tchadien la nécessité de respecter sa parole, celle de céder le pouvoir, donc au terme de 18 mois qui avait été donc accordé au régime en place au Tchad. Mais le président Mahamat Déby Itno souhaiterait prolonger son bail à la tête du Tchad pour 2 ans. Est-ce que vous êtes en phase avec cette sollicitation, ce vœu de l'homme fort du Tchad aujourd'hui? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vous l'avais dit lors de la précédente émission, que
les militaires ne font jamais un coup d'État pour céder le pouvoir aux civils. Il faut qu'il y ait une pression de la communauté internationale et de la communauté nationale selon les pays pour que finalement les militaires daignent céder le pouvoir aux civils. Et je pense, dans le cas du Tchad, la prise de pouvoir a eu lieu de manière extra-constitutionnelle. Ça a été un coup d'État constitutionnel parce qu'on a argué du fait que le président de l'Assemblée ne voulait pas assumer les fonctions intérimaires de chef de l'État, mais en fait, je pense que le président de l'Assemblée avait été contraint de ne pas pouvoir accepter cette charge parce que les généraux Zagawa, l'ethnie des Déby, les généraux Zagawa se sont arrangés pour confier le pouvoir à Déby fils. Et de ce point de vue, je pense que les dés étaient déjà pipés de pouvoir demander à un jeune président comme le président Déby de pouvoir céder la transition. Il a pris goût au pouvoir, il entend l'exercer jusqu'au bout. Et on devrait aller surtout qu'il bénéficie d'une disposition issue du dialogue politique qui lui donne l'autorisation de se présenter à la fin de la transition. Je pense qu'il devait peut-être lever le pied sur l'accélérateur pour ne pas envenimer les tensions politiques aujourd'hui au Tchad. Donc moi je pense que la sagesse aurait commandé au président Déby de mettre fin à la transition, de convoquer des élections auxquelles lui-même est d'ailleurs autorisé à se présenter, à concourir, et puis attendre l'issue des élections. Peut-être que, étant élu, ça pouvait peut-être calmer les choses. Mais prolonger la transition pendant 2 ans, et en plus se présenter, étant donné que nous savons ce que c'est que les élections, lorsque c'est une gêne militaire qui les organise, ben, il ne fait l'ombre d'aucun doute, peut-être que sans doute, le président Déby aurait été élu. Donc, ça a été une prise de risque politique énorme de poursuivre la transition, alors qu'il sait qu'il est autorisé à se présenter. Donc, il a joué des prolongations en sa faveur, bénéficié d'abord de 2 ans de transition, et puis la possibilité de se présenter aux élections qu'il devrait gagner nécessairement lorsqu'on connaît les conditions d'organisation des élections par des juntes en Afrique. Alors, on sait évidemment que la communauté internationale a vivement condamné cette répression dans le sang d'une marche pacifique le 20 octobre dernier dans les rues de N'Djamena. On a dit 50 morts, plus de 300 blessés. Ce 26 octobre, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, présidée par le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a donc convoqué un sommet extraordinaire pour évoquer cette situation qui prévaut au Tchad. La présence du président tchadien à ce sommet extraordinaire est-elle un signe encourageant de sa disposition, de sa disponibilité, de la posture qui pourrait être la sienne à pouvoir se faire accompagner par les chefs d'État de l'Afrique centrale? Je pense que le président tchadien aujourd'hui est dans une situation de faiblesse psychologique, parce qu'il porte sur ses épaules la mort de 50 personnes, de 50 Tchadiens et les 300 blessés qu'il y a. Donc il joue dans une faiblesse politico-psychologique. Mais en même temps, il ne peut pas ne pas prendre part à ce sommet, si tant est que déjà, il a l'épée de Damoclès de la communauté internationale qui pèse sur ses épaules. Et déjà qu'il a maille à partir avec la commission de l'Union africaine, qui est d'ailleurs présidée par un de ses compatriotes, qui est le président de la commission de l'Union africaine et qui n'a pas souhaité prendre part. Et d'ailleurs, quelques semaines auparavant, le président Déby, soupçonnant le président de la commission de l'Union africaine voulant se présenter aux élections au Tchad, a limogé son médecin personnel qui se trouve être le frère du président actuel de la commission de l'Union africaine. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il n'a pas autre choix que de se présenter à ce sommet convoqué par Félix Tshisekedi, qui est le président en exercice de la CEAC, et donc pour ne pas ouvrir trop de fronts à la fois. Et lui qui apparaît aujourd'hui dans une fragilité politique en interne doit pouvoir comprendre que les problèmes politiques ne peuvent pas se régler comme si on était au front dans les zones sahéliennes du Tchad. Et donc, de ce point de vue, il est obligé de s'ouvrir sur le plan diplomatique
pour essayer de faire connaître son point de vue, qui est déjà très mal apprécié par la communauté internationale. Mais ceci dit en passant, moi j'ai toujours condamné un peu les condamnations formelles de cette communauté internationale, parce que c'est des vies humaines qui ont été détruites, c'est des blessures que nous déplorons aujourd'hui, c'est une tension géopolitique interne au Tchad que nous déplorons aujourd'hui, et du coup cette transition déjà dénoncée qui débute dans un bain de sang n'est pas de nature à favoriser la stabilité politique au Tchad pour longtemps. On va y revenir d'ailleurs, stabilité politique au Tchad, mais surtout dans la sous-région Afrique centrale et plus précisément dans la zone du G5 Sahel, avec ce problème évidemment du djihadisme qui sévit dans cette partie de l'Afrique centrale. Jonathan Totoumgom, on reste sur cette crise tchadienne. On a également fait le constat, on parle de la condamnation de la communauté internationale, mais on n'a pas de façon précise senti une levée de ton de la part de l'Élysée ou du Quai d'Orsay en France. On se rappelle qu'au lendemain de l'assassinat du président Idriss Déby Itno, la France a quasiment accompagné l'investiture de l'actuel président tchadien. Certaines voix se sont élevées pour dire qu'il y avait une forme d'adoubement de la part de Paris, l'adoubement du nouveau pouvoir tchadien qui n'a donc pas respecté la Constitution pour arriver au pouvoir. Est-ce que vous pensez que la France est quelque peu gênée par ce qui se passe aujourd'hui au Tchad? Oui, je pense que la France est gênée à double titre. D'abord sur le plan sécuritaire au niveau de l'Afrique, au niveau de la bande sahélo-sahélienne. Vous savez que deux États ont joué le rôle d'État verrou par rapport aux questions terroristes et djihadistes. Il y avait d'un côté, un peu plus au nord, la Libye, et un peu plus au sud, le Tchad. Le Tchad qui est quand même un État verrou après la déstabilisation de la Libye. Déjà, la France porte la responsabilité de l'assassinat de Muammar Kadhafi et de la déstabilisation de la Libye, toute chose qui a fait en sorte que les autres États soient des dommages collatéraux de cette déstabilisation de la Libye avec des armes qui circulent et le djihadisme qui a refait surface ainsi que le terrorisme. Donc, de ce point de vue, la France porte l'entière responsabilité de la déstabilisation de la zone sahélo-sahélienne par l'assassinat de Muammar Kadhafi et de la déstabilisation de la Libye, et dont les autres États comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et bien d'autres États d'Afrique de l'Ouest en constituent aujourd'hui les dommages collatéraux. Bien, il restait un seul État verrou. Quand je parle d'État verrou, c'est-à-dire un État qui reste ferme par rapport aux questions sécuritaires. Une forme de digue. Une forme de digue. Maintenant que la digue libyenne a sauté, il restait une seule digue, c'est la digue tchadienne. Donc sur le plan sécuritaire au niveau de l'Afrique, notamment au niveau en zone forestière, en zone sahélienne, le Tchad a été considéré comme une digue, comme un État verrou. Maintenant, il appartenait au président Déby, ayant bénéficié du soutien de la France par rapport à ce coup d'État constitutionnel, il appartenait au président Déby d'ouvrir quelques soupapes sur le plan démocratique au niveau interne pour ne pas qu'il y ait à la fois des problèmes externes liés à la montée du djihadisme et du terrorisme et puis sur le plan interne créer encore les conditions d'une instabilité. Dans ces conditions-là, je pense que le président Déby devrait craindre pour son fauteuil qui va être vacillant à partir du moment où la communauté internationale va indexer la France et la France pourrait ne pas accepter qu'il y ait à la fois des fragilités géopolitiques et géostratégiques sur le plan sécuritaire au niveau externe et qu'il y ait en plus des fragilités politiques à l'interne. Et à partir de là, je pense que le siège de Déby peut être vacillant. Alors, Jonathan Totoumgom, les pouvoirs qui se sont succédés au Tchad ces dernières décennies, on va dire peut-être depuis bientôt 50 ans aujourd'hui, ont une seule couleur, kaki. L'ordre kaki, c'est quasiment tous des militaires qui ont pris le pouvoir à chaque fois au Tchad sur un demi-siècle, une période qui représente quasiment un demi-siècle. C'est cette partie de l'Afrique subsaharienne, évidemment avec l'Afrique de l'Ouest aussi, on l'a dit, qui est la zone la plus représentative en termes de nombre de coups d'État. On en a évoqué lors de notre précédente émission. La démocratie mise à rude épreuve par la baïonnette, par les coups de canon.
Jonathan Tutumgom, on a célébré, je pense, hier les 1 an de l'arrivée au pouvoir de la jeune militaire au Soudan. Il y a eu une manifestation et un mort également au Soudan à la suite de ce premier anniversaire parce que la population soudanaise demande le départ des militaires qui sont au pouvoir actuellement au Soudan. Tout ça, est-ce que ça ne fait pas un peu de désordre? Est-ce que la démocratie n'est pas finalement mise à rude épreuve par l'ordre kaki en Afrique subsaharienne? Ben, ce n'est pas le système démocratique en lui-même qui est un mauvais système, mais il se trouve que pour exercer la démocratie, il faut qu'il y ait des fondements respectés par tous les acteurs. Et je pense que les militaires profitent des failles laissées par des acteurs politiques pour pouvoir imposer l'ordre des Kalachnikov ou l'ordre kaki, l'ordre des baïonnettes. Mais justement, quand on fait référence au Tchad, on a parlé de cette succession de militaires à la tête du pays sur une période quasiment de 30-40 ans. Ce sont des militaires qui se succèdent. Comment expliquer justement cette situation? Bon, mais je pense que la situation du Tchad peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Je pense qu'au Tchad, il n'y a pas que des militaires loyalistes qui prennent le pouvoir de manière extra-constitutionnelle. Il y a que nous avons ici la présence des groupes, ce qu'on appelle souvent des groupes politico-militaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un acteur politique ne trouve pas la nécessité d'attendre les élections, préfère prendre le maquis. Ça a été le cas de Ngoukouni Ouedé, ça a été le cas d'Hissène Habré, ça a été le cas d'Idriss Déby. Ça a été dans une moindre mesure le cas de son fils Mamad Déby. On assiste toujours à la prise de pouvoir par coup d'État. Mais le Tchad, c'est le pays le plus instable aujourd'hui d'Afrique centrale, avec au moins 4 à 5 coups d'État depuis les indépendances, en tout cas depuis l'assassinat de Ngarta Tombalba, qui était le président civil qui fait accéder le Tchad à la souveraineté internationale. Bon, maintenant, il y a des questions ethniques à régler. Il y a des questions de la répartition des richesses, parce que vous savez qu'à un moment donné, le Tchad, c'est d'abord l'élevage et l'agriculture des peuples éleveurs, des peuples agriculteurs. Et puis, il y a des peuples forestiers au niveau du sud. Il y a la question du partage des terres qui se posent par rapport à l'élevage, par rapport à la pratique de l'agriculture. Et celle de l'eau aussi. Et celle de l'eau aussi. Il y a une guerre hydrique entre griffes qui ne dit pas son mot. Il y a donc toutes ces convoitises, tous ces enjeux qui fassent que le Tchad devienne une poudrière, le Tchad devient une terre chrysogène à partir de ces facteurs internes liés à la question foncière, liés au partage des terres par rapport à la pratique de l'agriculture entre d'un côté les peuples du Sud et de l'autre côté les peuples du Nord qui sont des éleveurs qui ont besoin de pâturage pour pouvoir nourrir leur bétail et d'autres qui ont besoin des oasis, donc des points d'eau pour la pratique de l'irrigation par rapport à l'agriculture, pour l'irrigation par rapport à l'élevage. Et puis, il y a l'entrée du Tchad comme pays producteur de pétrole à partir des années 90 avec le pétrole au sud-est du Tchad, le pétrole du Doba, qui est exploité et dont les peuples demandent aujourd'hui la redistribution de la rente. Donc toutes ces questions, disons, motivent l'instabilité que nous observons au Tchad aujourd'hui. Alors, pour revenir finalement sur la démocratie et la baïonnette, en Afrique, puisque on sait que le continent africain, notamment en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, a retrouvé ses premières amours avec la démocratie à la faveur du retour du multipartisme en 1990. Mais depuis 1990, quasiment l'essentiel de ces différents pays ont connu des convulsions, des crises. Jacques Chirac le disait en 1990, semble-t-il, ce sont des propos qu'on prête à l'ancien président français, comme quoi la démocratie était un luxe pour l'Afrique. Cette démocratie est en marche sur le continent africain, Jonathan Tutumgom. Mais est-ce que vous pensez au XXIe siècle qu'il faut repenser la démocratie africaine? Bon, je pense que nous sommes dans les balbutiements de la démocratie. Ce que les autres ont mis 200 ans à bâtir, nous ne pouvons pas penser qu'en 30 ans, on va arriver à la perfection.
Je pense que chaque État va à son rythme. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous avez vu qu'à un moment donné, tous les pays francophones se sont alignés à partir de la menace de François Mitterrand lors du sommet de la Baule en 1990 qui conditionnait l'aide de la France à la pratique de la démocratie. C'est vrai que chacun devait aller à son rythme. Mais maintenant qu'il y a eu relâchement au niveau international, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de sanctions au-delà des simples condamnations formelles. Il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait des fermetures sur le plan diplomatique, sur le plan économique. Il faut qu'il y ait des sanctions lorsqu'il y a une prise de pouvoir de manière extra-constitutionnelle. C'est-à-dire au-delà des simples condamnations de l'Union africaine ou de la communauté internationale. Mais il faut qu'on arrive à des sanctions pour dire tel régime, dès qu'il prend le pouvoir par coup d'État, ben, il faut qu'on arrive à tel type de mesures pour sauver la démocratie. Sinon, ce qui a commencé en Afrique de l'Ouest, avec combien 2 coups d'État en l'espace de 8 mois au Burkina Faso, un coup d'État au Mali ou 2, un autre coup d'État en Guinée. C'est vrai qu'à un moment donné aussi, je pense que les chefs d'État, le peu de chefs d'État élus démocratiquement en exercice, ce peu de chefs d'État a porté aussi le flanc à la résurgence des coups d'État. Parce que la question du 3e mandat, même s'il n'y a pas de limitation de mandat formelle, mais il y a ce qu'on appelle l'éthique politique. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de limitation de mandat dans certaines grandes démocraties, mais le fait de faire 2 mandats est déjà suffisant. Mais le 3e mandat est toujours un mandat de trop et qui donne des justifications à des forces politico-militaires de pouvoir accéder au pouvoir par coup d'État en prenant appui sur la question d'un 3e mandat que le peuple ne voulait pas, entre griffes. Donc, de ce point de vue, il y a aussi un facteur lié à cette question du 3e mandat qui est un mandat de trop et qui suscite souvent la réaction des forces de l'opposition et qui suscite souvent la réaction des forces politico-militaires. Alors, Jonathan Toutoum-Ngom, on l'a vu également sur le terrain, le constat qui est fait en rapport justement avec cette démocratie aujourd'hui dans le monde. Vous venez de parler de la nécessité évidemment de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une forme peut-être de mise en place d'un cadre évolutif sur le plan de la législation qui voudrait faire en sorte que cette démocratie soit très forte. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut faire en sorte que les organes supranationaux, la CEAC ou au niveau des grands ensembles sous-régionaux, au niveau de la CEMAC, la CEAC, la CEDEAO, etc., qu'il faut davantage renforcer le cadre législatif dans ces différents organes-là? Absolument. Ou vous pensez que c'est du rôle de l'Union africaine ou de l'ONU? Non, je pense que l'ONU devra prendre la tête de pont de ces réformes au niveau des organisations régionales et sous-régionales. Il faut modifier la nature de ces organisations parce que la plupart de ces organisations sont des organisations interétatiques dont les décisions sont prises par les chefs d'État et de gouvernement pour en faire de simples recommandations aux États. Or, il faut que ces organisations régionales et sous-régionales soient des organisations supranationales dont les décisions s'imposent aux États, à peu près comme les Nations Unies le sont. Donc, à peu près comme l'Union européenne l'est pour des pays où les directives s'imposent aux États. Or, si vous avez déjà la nature de l'Union africaine, qui est une organisation inter-État, c'est-à-dire les décisions sont prises par les chefs d'État et de gouvernement, portées à la Commission de l'Union africaine, qui se charge de les recommander aux États. Les recommandations ne sont pas des injonctions. Il faut qu'on arrive à des réformes qui soient des injonctions pour sauver la démocratie et faire en sorte qu'il n'y ait plus de prise de pouvoir extra-constitutionnelle au risque parfois de l'isolement d'un tel régime. Alors, Jonathan Toutoum-Ngom, vous avez fait référence à la Baule, au discours de François Mitterrand de la Baule, donc du retour de la démocratie en Afrique. Certains ont estimé que depuis les années 60, il y a eu une forme d'exportation de la démocratie dans certaines zones du monde. Quand on
met évidemment la map monde sur la table, une exportation de la démocratie. On l'a vu avec les États-Unis d'Amérique dans une partie de l'Amérique latine, où on dit que les États-Unis d'Amérique auraient installé des régimes parfois à coups de baïonnettes. On a dit que la France a accompagné l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara en délogeant le président Gbagbo du pouvoir. Ça veut dire que parfois la baïonnette et la démocratie font un bon ménage? Non, moi, non, je ne peux pas le dire ainsi. Je pense qu'il y a des errements d'un côté comme de l'autre. Il y a aussi une question des intérêts par rapport aux États. Finalement, je pense que la question de l'organisation des élections peut justifier ces errements-là. Je pense que s'il n'y avait pas eu le cafouillage qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, d'abord une première proclamation donnant le président Gbagbo vainqueur, et puis le président de la commission qui fait un rétro-bétalage qui donne finalement Alassane Ouattara vainqueur, tout cela donne des brèches dans lesquelles s'engouffrent tous ceux qui veulent bafouer la démocratie. Donc moi, je pense que si nous partons d'un principe, c'est-à-dire organiser des élections qui soient les moins contestées possibles et où les présidents prennent des garanties en disant il ne fera que le nombre de mandats requis par la Constitution, mais je pense qu'il y aura moins de problèmes, il y aura moins de motivation pour des prises de pouvoir extra-constitutionnelles. Mais à partir du moment où les chefs d'État en exercice passent de modification constitutionnelle en modification constitutionnelle, passent par l'organisation des élections très contestées, ben à partir de là, on prête le flanc à des errements qui mettent à mal la démocratie aujourd'hui en Afrique. De ce point de vue, je pense qu'il appartient aux organisations internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies, de proposer des réformes, de prendre des mesures drastiques pour faire en sorte que les régimes démocratiques soient préservés. Parce que ce qui a commencé en Afrique de l'Ouest, on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. On va de transition en transition au Tchad, on va de transition en transition en Guinée, parce que regardez, la Guinée-Conakry aussi, il y a des appels à manifestation d'ici quelques temps. Au Soudan aujourd'hui, il y a des appels à manifestation. Ça risque de faire un effet domino comme le mouvement de la démocratie venant de l'Est l'a été pendant les années 90. C'est un retour vers l'ordre kaki auquel nous sommes en train d'assister et c'est très dangereux pour la démocratie, pour la stabilité politique en Afrique et pour le rayonnement économique des pays africains qui sont déjà très mal sur le plan économique et social. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a un affrontement entre plusieurs cercles? Il y a le pouvoir exécutif, évidemment, il y a le pouvoir politique, on va dire, c'est-à-dire l'exécutif et les partis politiques de l'opposition. Il y a la société civile qui est de plus en plus présente, qui donne davantage de la voix, dont les mouvements de revendication sont de plus en plus structurés avec des influenceurs, des activistes, même au-delà de ces pays africains-là, qui donnent davantage de la voix. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'armée aussi, aujourd'hui on se retrouve dans une configuration très complexe? Oui, configuration très complexe à partir du moment où il y a l'émergence de plusieurs acteurs. Il y a l'émergence de plusieurs acteurs au niveau de la scène politique africaine. On ne peut plus se contenter uniquement des politiques. Aux politiques aujourd'hui, se sont greffés des acteurs comme ceux de la société civile, comme des groupes politico-militaires, comme des groupes religieux, comme des terroristes. C'est difficile de le dire, c'est aussi des acteurs de la scène politique internationale. Il y a le terrorisme, il y a les questions de piraterie et de brigandage maritime aujourd'hui pour des États ouverts à la côte. Il y a des acteurs qui se convertissent dans des économies illicites, des économies criminelles. Si on ne tient pas compte de l'émergence de tous ces acteurs, il y a aussi des groupes multinationales, parce que la passation des marchés pose problème. Et lorsque un groupe multinational veut acquérir les marchés, à défaut de le faire de manière loyale, de manière légale, mais ces multinationales peuvent passer par des groupes politico-militaires pour pouvoir faire en sorte que ceux qu'ils soutiennent arrivent à la tête de l'État pour favoriser la passation des marchés. Donc il y a sur la scène politique internationale, surtout au niveau continental, l'émergence de tous ces acteurs
qui mérite que ceux qui ont la gestion du pouvoir fassent aujourd'hui très attention, parce qu'avec l'émergence aussi des réseaux sociaux, eh bien, l'information va très vite, la planification des manifestations va très vite, et parfois les militaires ne peuvent pas suffire pour garantir la paix intérieure des États. Alors, à la pratique, quand on observe la façon dont justement ces différents événements sont gérés, ces différentes manifestations sont organisées et réprimées, est-ce que vous pensez que les pouvoirs en Afrique, au niveau notamment de l'Afrique subsaharienne, ont pris la mesure de la chose par rapport à cette nouvelle configuration que vous venez de mettre en relief? Je pense que les pouvoirs en Afrique qui brillent par la répression tous azimuts des manifestations et des contestations, ces pouvoirs n'ont pas pris la mesure de l'émergence de ces différents acteurs. Ils pensent encore avoir le monopole du pouvoir parce qu'ils ont la maîtrise de la puissance publique, mais à un moment donné, la puissance publique ne suffit pas face à la montée en puissance des réseaux sociaux, face à la montée en puissance des sociétés civiles, qui sont sociétés civiles de nom, mais qui en fait constituent notre branche des oppositions au pouvoir. Si vous voyez, il y a l'opposition classique, l'opposition politique classique, mais il y a de l'autre côté aussi la société civile, qui est une autre forme d'opposition, peut-être pas organisée en parti politique, mais regroupée dans des ordres qui, à tout moment, peuvent faire mal au pouvoir en place. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il appartient au pouvoir aujourd'hui de penser que la maîtrise de la puissance publique peut être le seul moyen pour pouvoir garantir la pérennité ou la stabilité d'un pouvoir. Autrement dit, je pense que ceux qui ont l'exercice du pouvoir entre leurs mains devraient pouvoir faire attention, parce que la répression d'une manifestation politique fragilise toujours le pouvoir. Et donc, de ce point de vue, et même le fait d'emprisonner les acteurs politiques ou les acteurs de la société civile, vous savez, un procès politique, on ne le gagne pas devant les tribunaux, on le gagne devant l'opinion. Vous voyez ce qui s'est passé au Tchad, ça a été une manifestation interdite, les gens sont descendus dans la rue, mais aujourd'hui, l'opinion ne retient que les 50 morts massacrés par les militaires et les 300 blessés. On ne retient plus les raisons de cette manifestation. Donc, de ce point de vue, je pense que quelle que soit la forme de la répression finit toujours par se retourner contre le pouvoir qu'il a orchestré. Alors, Jonathan Toutoum Ngom, on sait que l'essentiel des pays africains, notamment ceux de l'Afrique subsaharienne, sont des pays qui ont connu le régime monolithique, dans du parti unique pendant 22 ans, pour ce qui est du cas du Gabon entre 1968 et 1990. Donc, et l'essentiel de ces pays dans lesquels on fait le constat de ces crises, de ces convulsions répétitives, sont des pays qui ont été dirigés par des partis uniques. Est-ce que vous pensez en 2022 que le point, que le legs du monopartisme est encore très présent dans ces pays, d'où la difficulté qu'ont les dirigeants de ces pays à pouvoir justement faire en sorte que la démocratie prenne véritablement forme? Non, moi, je pense que la plupart, ne faisons pas un procès d'intention aux acteurs du monolithisme. Si vous regardez bien, je pense que la plupart des acteurs qui ont conçu et qui ont dirigé le monolithisme, beaucoup sont en train de disparaître de la scène. Et beaucoup se sont reconvertis en des véritables démocrates. Aujourd'hui, vous avez des acteurs qui ont créé des partis politiques. Dans le cas du Gabon, vous avez des grands idéologues du parti unique comme Jean-François Toutouméman, qui aujourd'hui s'est converti en démocrate en créant un parti politique, le RPR, et qui est en train de doter son parti des sièges à l'intérieur du pays. Donc je pense qu'il y a eu une reconversion, soit par la loi naturelle, ces dirigeants ont disparu, soit certains se sont convertis. Donc je ne pense pas qu'il y ait des vestiges. Non, ce qu'il faut dire, c'est que le pouvoir est une drogue, comme le disait Jules Bourdès ou Bouligende, et quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui sont des nouveaux acteurs qui ont émergé et qui n'ont rien à voir avec le monolithisme. Si vous prenez le cas du jeune Déby, je pense que lorsqu'on a parlé de la démocratie en 90, peut-être qu'il devait avoir 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, il a... Oui, mais donc, de ce point de vue, je ne pense pas qu'il ait pu bénéficier des vestiges du monolithisme. Sans vous couper donc, de la tente Toutoum, vous le savez mieux que moi que quand on prend des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Gabon, comme le Congo-Brazzaville, par exemple, ou même encore le Togo. Vous savez que ces pays sont dirigés par des partis qui ont
appelle, à tort ou à raison, des partis États. Oui, voilà. Donc, je suis d'accord, mais les partis États, ça ne reste que de nom, parce que par exemple, pour le cas du Gabon, le PDG a été créé en 1968 par Albert Bernard Bongo, qui va devenir par la suite des années 73 El Hadji Omar Bongo. Oui, ça a été un parti unique, un parti État, mais il ne reste pas moins que ceux qui dirigent le PDG aujourd'hui, par exemple, au niveau du Gabon, ce sont des démocrates en herbe pendant les années 90. Ce sont des PDGistes. Ce sont d'abord des PDGistes, mais des démocrates parce que... Des PDGistes qui sont oui. à la tête de toutes les administrations, de la plupart des entreprises, sont des PDGistes. Je suis d'accord, tout comme dans l'opposition aujourd'hui, ce sont des PDGistes qui sont là-bas dans l'opposition. On peut compter sur dans l'opposition aujourd'hui, les acteurs de l'opposition, les acteurs principaux de l'opposition gabonaise aujourd'hui sont des anciens PDGistes. Ce que j'ai dit pour le Gabon est valable pour le Congo Brazzaville, et pour mieux illustrer, j'ai envie de vous dire que ceux qui dirigent par exemple le Gabon aujourd'hui, c'est quand même ceux qui ont entraîné le Gabon. Ceux qui ont entraîné le Gabon, ce sont quand même ceux qui ont entraîné le Gabon vers la démocratie. J'ai oublié le Cameroun. Ali Bongo était un ancien rénovateur, Mba Obam était un ancien rénovateur, Ngoyo Moussabou était un ancien rénovateur. Donc, des gens qui ont encouragé le Gabon vers l'ouverture démocratique, même s'ils sont au PDG, mais c'est quand même des gens qui ont encouragé le Gabon vers une ouverture démocratique à partir du congrès du PDG de 1986. Le PCT a déjà eu son histoire. Oui, le PCT a déjà eu son histoire parce que, ceci dit en passant, le Congo-Brazzaville a connu quand même une alternance autour des années 90, avec la défaite de Denis Sassou Nguesso. La configuration. Le PCT est à la tête de tout. Oui, mais il n'y a pas de génération spontanée. Au Cameroun, Monsieur Pabou, il n'y a pas de génération spontanée en politique. Il est évident que ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont 35, 40 ans, ont fait leur classe pendant le parti unique. Mais on ne peut pas le leur en vouloir. Mais vous reconnaissez c'était le système. Quand ils étaient jeunes, c'était le système. D'une main de fer, ces pays-là, vous le savez au moins. C'est vous qui... Non, non, c'est pas moi, c'est le constat. Le en Guinée équatoriale, c'est la même chose. Au Cameroun, c'est pareil. Mais en Guinée équatoriale, c'est déjà une prise de pouvoir extra-constitutionnelle. Le coup d'État de 1979 qui porte le colonel Teodoro Obiangema Bazogo au pouvoir, c'était déjà un coup d'État, c'était un régime, c'était une junte militaire qui arrive au pouvoir, mais qui s'est juste muée. Donc vous n'allez pas dire que le parti démocratique de Guinée équatoriale était déjà là pendant la création de la Guinée équatoriale. C'était Mathias Nguema qui dirigeait déjà le pays d'une main de fer. Et lorsqu'Obiangema arrive au pouvoir, c'est par coup d'État. Et il crée son parti rien qu'à partir des années 80 pour faire une ouverture démocratique. Donc il n'était pas là lorsqu'il y a eu l'instauration du monolithisme pendant les années, à la fin des années 1960 ou bien au début des années 1960 lors des indépendances, puisque la Guinée équatoriale n'est indépendante que depuis 1968. Donc, voilà. Pour le cas du Cameroun, au Cameroun, ça a été une succession à la normale constitutionnelle. Aïe Djoki démissionne, qui laisse le pouvoir. Aïe Djoki démissionne, qui laisse le pouvoir à Paul Biya. Et donc, ça a été... Le parti au pouvoir, c'est quel parti? Mais c'est le LDPC de Paul Biya. Mais il n'y a pas encore eu d'alternance. Il y a des élections régulièrement organisées au Cameroun. Parti unique comme à l'époque, non? Non, mais parti unique. Oui, parti unique à l'époque, comme le PDG là au Gabon. Comme le PCT là au Congo-Brazzaville. Absolument. Ben voilà, donc c'est la question que je pose. Est-ce qu'il n'y a pas un legs, justement, un poids, je ne sais pas moi, sur le plan anthropologique, sociologique, hein, on a fait 22 ans de parti unique. Est-ce qu'il n'y a pas un legs, justement On a fait 22 ans de parti unique et on a fait 30 ans d'expérience démocratique. 32 ans aujourd'hui. Donc, quelle est la période la plus dominante? La période la plus dominante, si on commence avec la démocratie, à partir des années 1957. C'est le docteur qui parle ou le militant du PDG? Non, ce n'est pas le militant du PDG, c'est l'enseignant qui vous parle. Ça veut dire que la période la plus dominante, ou bien les périodes les plus dominantes, sont les périodes où on a tenté une expérience démocratique. D'abord à partir de 1957, avec les élections générales de 1958, qui voient le parti d'Obama, par exemple au Gabon, gagner des élections législatives, mais avec des jeux politico-politiques. Finalement, c'est le parti de Léon Mba, le BDG, qui arrive au pouvoir. Nous sommes en pleine démocratie. Donc, de 1957 jusqu'en 1968, c'est la période démocratique et multipartisme qui domine, le multipartisme. Il y a eu donc cette transition longue de 22 ans entre 1968, quand on crée le Parti démocratique gabonais, et 1990, à la réinstauration du multipartisme. Donc, si vous prenez les 7 ou 8 ans de 1957 jusqu'en 1968, et vous prenez les 22 ans de parti unique, vous prenez les 32 ans du multipartisme aujourd'hui, j'ai peur de vous dire, ou bien je crains de vous dire,
que les périodes où on a été en multipartisme sont plus dominantes que la période où on a été en monolithisme. Ça, c'est un fait têtu, ça n'a rien à voir avec le militantisme. Vous prenez seulement des simples calculs. Vous prenez 22 ans de multipartisme depuis 90, en fait 32 ans de multipartisme depuis 90, contre 22 ans de monopartisme. Je pense que c'est la période démocratique ou la période du multipartisme qui domine, celle du monolithisme. Comment on explique aujourd'hui le retour en force de l'ordre kaki en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale? Comment on peut expliquer ça? Est-ce que la démocratie est en train de s'essouffler? Cela, oui, on peut dire que la démocratie s'essouffle parce que, il y a des problèmes de gouvernance qui sont décriés, il y a la question des modifications constitutionnelles, il y a la question de pérennisation au pouvoir, il y a la question de pérennisation au pouvoir, il y a la question de crise économique, il y a le mal-vivre social. Tous ces effets conjugués font que les militaires trouvent un terreau pour pouvoir accéder au pouvoir. Il y a ces différents enjeux. Il y a aussi l'enjeu du partage des ressources, notamment pas seulement à l'interne dans les pays, mais aussi sur le plan extérieur, notamment par des groupes multinationaux qui veulent, qui sont attirés par des ressources dont regorge le continent africain et qui passent par des subterfuges pour pouvoir faire en sorte que certains groupes qui les soutiennent parviennent au pouvoir afin d'avoir accès à ces ressources. Alors, ça veut dire que ce n'est pas à la démocratie de se réinventer, mais c'est plutôt aux gouvernants africains de pouvoir se réinventer ou s'adapter au contexte actuel. Absolument. Il faut, chaque gouvernant n'est meilleur que dans sa capacité à se réadapter. Si on fait, entre griffes, des éloges aux dirigeants comme les Omar Bongo, parce qu'ils ont su s'adapter. D'abord, ils arrivent au pouvoir lorsque leur pays était dans cette tentative de démocratisation et dans ce multipartisme naissant, mais en plus, ils passent au parti unique. Et lorsqu'ils ont vu que le vent de l'Est soufflait et qu'il fallait s'adapter, ils se sont adaptés bon an, mal an, et ont pu tenir la barque. Mais aujourd'hui, il appartient à la jeune garde de s'adapter par rapport à l'évolution du contexte géopolitique du continent. Donc de ce point de vue, je pense que lorsque un président comme Déby voit qu'il y a trop de tensions, il faut qu'il sache faire une certaine ouverture. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le président Déby du Tchad, le fils du président actuel, le Déby actuel du Tchad, savait que son affaire de prolonger la transition pouvait conduire le Tchad vers des lendemains pas très meilleurs. Et de ce point de vue, sachant qu'il avait déjà obtenu une disposition qui lui permet de se présenter aux élections, il pouvait tout de suite demander l'arrêt de la transition, convoquer des élections et chercher à les gagner. Toutes choses qui auraient pu calmer la donne. Mais le fait de vouloir prolonger son bail pendant 2 ans encore, et puis faire en sorte qu'il y ait des élections qu'il gagnerait, donc il devait gagner 2 ans plus 5 ans, ça fait 7 ans, renouvelable ad vitam aeternam. Et c'est ce qui conduit le pays vers une instabilité politique, vers des tensions inutiles. Alors, la posture de la communauté internationale, on va revenir sur la France évidemment, qui est l'ancien colonisateur d'un ensemble de pays sur le continent africain, je pense 14 au total. Cette posture-là ne mérite-t-elle pas d'être révisitée, le fait de revoir les traités qui lient la France à ses anciennes colonies, la France qui n'est plus du tout sourde aux revendications portées par la société civile, notamment par les activistes, même si parfois elle est en rupture avec certains de ces activistes-là, à la lumière de cette sanction prise officiellement par la France à l'endroit d'une compatriote africaine, Nathalie Yamb, dont on lui a signifié l'interdiction de mettre les pieds dans l'Hexagone. Jonathan Ngom, la France, la patrie des droits de l'homme, ça va un peu trop loin. Mais je pense que si la France ne revisite pas sa politique africaine, elle finira par tout perdre. Ce n'est pas de manière péremptoire que certains peuples aujourd'hui se tournent vers la Russie, même si de mon point de vue, la Russie, à l'époque de l'ex-URSS, n'a jamais vraiment pris des mesures qui tendaient à coopérer avec des pays africains. Mais aujourd'hui, vous savez, quelqu'un qui se noie peut s'agripper à un serpent pour sauver sa vie. Alors, de ce point de vue, je pense qu'il appartient à la France de pouvoir revisiter sa politique en Afrique. D'abord, il y a cette question de la monnaie du franc CFA
qui continue de faire couler encre et salive. Il y a cette politique d'hésitation ou bien ces prises de position difficilement compréhensibles au niveau de la politique africaine. Notamment, par exemple, on ne peut pas comprendre que la France et la communauté internationale aient condamné les coups d'État au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, et venir adouber officiellement une prise de pouvoir extra-constitutionnelle au niveau du Tchad. C'est des politiques deux poids, deux mesures qui font perdre la crédibilité de la France en Afrique aujourd'hui. Et il appartient donc au gouvernement français, à l'État français, de revisiter sa politique en Afrique au risque de perdre finalement et définitivement le pied en Afrique. Et de ce point de vue, je pense que la France doit être gênée aujourd'hui d'être responsable de l'assassinat de Muammar Kadhafi, d'être responsable de la déstabilisation de la Libye et donc de l'instabilité qui sévit aujourd'hui au niveau de la bande sahélo-sahélienne. Et le dernier État verrou qui lui restait, c'était le Tchad. Mais le fait d'avoir adoubé le président Déby, fils, dans sa prise de pouvoir extra-constitutionnelle, devait poursuivre la politique qui considère le Tchad comme le dernier État verrou par rapport aux questions du djihadisme et du terrorisme. Mais un État n'est fort que si déjà la stabilité à l'intérieur est de mise. Or, aujourd'hui, c'est une instabilité à long terme, à moyen et long terme, qui s'installe au Tchad. Et du coup, je pense que le Tchad va devenir vulnérable et sur le plan interne et sur le plan externe, et ne pourrait donc plus assurer son rôle régalien de pouvoir garantir les questions de sécurité contre le terrorisme et le djihadisme dans ce sol. Jonathan Toutoumko, merci beaucoup d'être passé dans notre émission Le Métronome pour que nous décryptions cette actualité relative à cette nouvelle crise qui secoue le Tchad. Vous le savez, le 20 octobre dernier, une manifestation pacifique organisée par la société civile et l'opposition a été réprimée dans le sang. Plus d'une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés. Actuellement, la CEAC essaie de panser les plaies, être chevet du Tchad pour pacifier la situation. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.